que la radio voyage loin, parce que la radio voyage bien, nous vous proposons d'aller à la rencontre de personnalités marquantes et inspirantes. Bienvenue aux grandes entrevues de Radio Francophonie sans frontières. Aux grandes entrevues aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir M. Slimane Tirera, auteur, ancien responsable national du pôle étudiant SOS Racisme en France, puis coordonnateur national des Maisons des Potes et des 300 associations partenaires. Aujourd'hui, il est responsable d'un programme d'engagement des citoyens dans le cadre des Jeux olympiques de Paris en 2024. Monsieur Tirera, bonjour et bienvenue à Radio Francophonie sans frontières. Merci et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez en direct de Paris, n'est-ce pas? Oui, de Paris, ouais. Exactement. Monsieur Tirera, vous êtes encore tout jeune, au début de la trentaine, mais vous avez un parcours impressionnant où, ce qui en ressort, c'est d'être au plus près des gens. Dans la préface de votre livre « La fin des potes », Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité en France, dira de vous que vous êtes un tisseur de liens. Est-ce que vous trouvez que cela vous décrit bien? Moi, j'ai bien aimé cette définition. Ouais, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que n'importe quel citoyen, n'importe qui, puisse s'engager, que ce soit une seconde ou tout au long de sa vie, d'avoir connaissance de ce que c'est que l'engagement auprès des citoyens, et que ça à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être expert, d'être bac plus 8 pour s'engager. On peut le faire en bas de son hall, au pied de son immeuble, au pied de sa porte. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de petit engagement. Tout engagement est grand. Et pour vous, si vous aviez à nous donner une définition d'engagement, quelle serait-elle? L'engagement, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui soit prend racine dans quelque chose de profond, qui peut être un énervement, une colère, de la joie, des blessures, plein de sentiments mêlés, et qui font qu'on veut transformer ces sentiments mêlés, joie, tristesse, mélancolie, etc., à quelque chose de constructif et de construire sur plusieurs types de projets. Moi, j'ai commencé très jeune à m'engager, et puis avec d'autres jeunes, et on s'est dit qu'il fallait faire des projets, des micro-projets, dans une asso qui n'existe plus, qui a été dissoute en 2019, parce qu'on est plus jeune. Ça s'appelait Jeunesse en Mouvement, et où on voulait exprimer la voix des sans-voix et dire que c'est possible de se réaliser. Et donc, cet engagement-là, il vous habite depuis toujours d'une certaine façon. Oui, j'ai été animé alors que je ne suis pas d'une famille spécialement engagée. Ils n'ont ni été syndicalistes, ni ceci, cela. Ils ont été à mes côtés, ils m'ont suivi, ils m'ont donné de la force, et ils m'ont dit continue, vas-y, c'est un truc qui te plaît, qui te botte. Au lieu de faire de la musique ou du sport, moi je préférais organiser des choses, des concerts, des événements caritatifs, créer un média citoyen qui existe toujours, qui s'appelle Nuveo Radio, comme le vôtre, faire entendre la voix des sans-voix, que ce soit par l'écrit, par le son, par la vidéo, ou par des projets concrets, sportifs, culturels, sur les valeurs de la République, la laïcité et d'autres. Bah, ça fait partie de mon ADN, et de co-construire avec les gens et qui se réalisent. Et donc, de tisser des liens. Et quand on s'intéresse un peu à l'étymologie des mots, le lien vient de ligamen, hein? C'est l'équivalent des ligaments qui tiennent nos os et notre corps ensemble. Donc, effectivement, réussir à créer cette dynamique-là, à faire société, ça a été, de ce que je comprends, un moteur important depuis très longtemps dans votre vie. Exactement, ouais. C'est tisser des liens de confiance, tisser des liens même dans la difficulté, mais tout ça, ça concourt à l'intérêt général. Je sais que c'est utile. Peut-être ça n'a pas d'effet maintenant, mais ça aura un effet plus tard. Tout ce qu'on construit, ça permet de développer des choses intéressantes pour l'avenir. Rien ne sert à rien. Faut essayer, il faut s'engager, et puis il faut se dire, quand moi je vois Essel nous dire indignez-vous, Stéphane Essel, Oui. ancien résistant, grand homme
qui est paix à son âme. Quand je vois Edgar Morin, qui est un nonagénaire et qui est toujours aussi, qui a le feu sacré en lui, quand je vois Maintenant ces centenaire. résistants, et Maintenant ouais, centenaire, maintenant c'est vrai. centenaire, ouais, c'est vrai. Et maintenant centenaire, c'est vrai qu'on a fêté sa centaine. Et je vois aussi des résistants comme Ginette Kolinka, avec qui j'ai voyagé cet hiver en Pologne, une résistante de la Shoah, qui nous transmet, qui nous dit transmettez la flamme de l'engagement aux plus jeunes. Donc je me dis qu'on ne doit pas abandonner. Et ils avaient entre eux certains 80 et ils ont toujours, il y en a qui sont toujours vivants. Janet Koninka a 95 ans, 96, et c'est eux qui nous montrent la voie. Ils nous disent allez-y, vous avez plus de possibilités que nous à notre période. Allez-y, engagez-vous et transmettez. Donc, vous devenez en quelque sorte les nouveaux passeurs. Je ne sais pas si j'ai la prétention d'être un nouveau passeur. Moi, je suis jeune. Pour moi, j'ai rien vécu par rapport à eux. Ils ont vécu des guerres mondiales, ils ont vécu des massacres atroces, ils ont vécu des choses. Nous, c'est vrai, on vit la pandémie, on vit des choses et d'autres. C'est vrai que ça peut s'approcher, mais je ne On crois pas l'a. qu'on a le même confort qu'eux. Il n'y a pas de ticket rationnement, il n'y a pas des bombes qui nous tombent sur la tête, il n'y a pas ceci, cela, il y a d'autres choses. Mais je crois qu'ils ont essayé de créer un monde plus idéal pour nous et à nous de faire la même chose. Je ne suis même pas à 1% de ce qu'ils ont fait, je ne suis pas à leur cheville, mais j'essaye de modéliser quelque chose qui va permettre j'espère, si je vis aussi longtemps qu'eux, bah, de pouvoir me dire, tout compte fait, j'ai fait des petits trucs qui ont essaimé, comme un livre. Comme, Euh, tout à voilà, fait. comme un livre qui est un manuel d'engagement citoyen. Et vous êtes dans ma tête, vous rentrez dans ma tête et je vous plonge dans mes doutes, dans mes troubles, dans ma mélancolie. Euh, on peut même écouter de la musique rap, on peut écouter du PNL, notre groupe mythique à Paris, qui vient de l'Essonne, dans le 91, comme on dit. J'écoutais beaucoup ça, du rap, pendant cet ouvrage, cette rédaction d'ouvrage. Le rap traverse beaucoup ce livre, parce qu'en fait, c'est empreint de mélancolie, de tristesse et aussi d'espoir à la fin. D'espoir, quelques touches d'espoir. Absolument. Et on mettra la référence de votre livre, bien sûr, sur notre site. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous avez une réflexion très touchante sur les valeurs universalistes qui transcendent les langues que l'on parle. Alors, je vais en lire un extrait. À mon époque, les mères ne parlaient pas français, mais on arrivait à s'entendre, à faire des choses ensemble, en commun, comme au village au Mali. La plupart de nos parents avaient surtout besoin de cours de français parce que les valeurs de la République française étaient déjà intégrées avant de venir. Donc, vous faites référence, et corrigez-moi si je me trompe, à la liberté, l'égalité, la fraternité, n'est-ce pas? Exactement, ouais. Nos Oui, valeurs universelles. Il y c'est ça. a, en gros, c'est des valeurs, on a tous une part d'universel, en fait. Et c'est vrai que dans mon itinéraire, je ne pensais pas que le monde non occidental avait des valeurs universelles au tout début. Donc, en fait, le fait de faire une introspection, de faire cette autopsie, m'a permis de me réinterroger sur est-ce que notre universalisme est partagé? Est-ce que c'est peut-être de la domination qu'on fait sur d'autres peuples? Est-ce que eux, ils ont un autre modèle? Je me suis interrogé, je me suis dit, et si? Parce que sinon, ce serait la guerre civile en France ou dans d'autres pays occidentaux. Et en fait, ils ont cette part universelle, mais qu'ils n'expriment pas forcément par des écrits, des ouvrages, etc. Ils l'expriment autrement. Ils l'expriment Dans le vécu, dans le quotidien, dans la façon d'être ensemble. exactement. Et quand ils sont arrivés, en tout cas mes parents sont arrivés dans les années 70-80, à tour de rôle, ou ma famille en général, j'ai vu qu'il n'y a pas d'incident.
Ils n'ont pas dit la fraternité, c'est nul, la liberté, ça n'existe pas, l'égalité aussi. Ils se sont dit que c'est normal, c'est des valeurs normales. Lorsqu'il est question de francophonie, la valeur de solidarité est une des valeurs phares. J'aimerais vous entendre. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi cette aspiration à la solidarité à l'échelle de la francophonie? Alors ça, c'est une grande question. C'est une grande question. C'est vrai que quand même, on a une langue qui est la langue française. Il y a des langues locales. Hein. Mon livre aussi, c'est une expression de nos diversités dans quelque chose de plus grand, de commun. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle des langues locales différentes, africaines, asiatiques, en Amérique latine, partout où il y a la francophonie, on est important, on est, entre guillemets, une diaspora importante. Et en gros, il y a le lion qui est la langue française, cette belle langue française, de beaux auteurs de tout pays, de tout continent. Et il y a une solidarité quand même. Il y a la France, peut-être c'est pas la France d'antan, mais il y a quand même, quand on va dans un pays francophone, on se parle en français, il y a une culture universaliste qui n'est pas dominante, mais qui est une norme et on se reconnaît, on se dit, on est différent des anglo-saxons ou des lusophones. On se reconnaît et il y a des organisations aussi qui portent, des associations qui portent ce message francophone et il y a des cadres non gouvernementaux. Donc, il y a des personnes qui rentrent dans la francophonie, enfin des pays, pardon, qui rentrent dans la francophonie. Donc, il y a quand même une solidarité qui devrait être plus renforcée. Il faudrait en faire beaucoup plus. Je l'accorde. Il faut toujours faire plus. Il faut toujours s'engager, mais ça tient depuis et il y a des aspirations qui vont vers le mieux. Donc, tous les acteurs sont d'accord. Moi-même, je suis un acteur de la francophonie, cette belle francophonie. Et il faut la vivifier, il faut la dynamiser, il faut créer des choses comme une espèce d'Erasmus de la francophonie, valoriser les auteurs francophones. Et comme vous le faites, vous êtes un des acteurs aussi de la francophonie. Vous voyez, moi je suis à Paris, vous êtes au Québec, ben, on se comprend, on parle la même langue, on a à peu près les mêmes codes, on se comprend. Alors que si vous étiez aux États-Unis et parlez anglais, moi français, bah, je ne sais pas si on serait sur la même longueur d'onde sur certaines choses. Alors que là, on peut se parler tranquillement, on échange. Et c'est un peu ça la francophonie. Moi, je veux rendre les choses normales. C'est des choses normales. On extrapole souvent, mais il y a des choses de basiques, des valeurs basiques. Et c'est sur ce quoi on échange. Et c'est ce que mon livre reflète. C'est peu importe où on est, si on se comprend, même si on ne parle pas la langue française, bah, on peut se comprendre, même si on ne vient pas du même pays. Mais là, l'avantage, on est dans une ère francophone et du coup, on se comprend encore mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, mais c'est plus facile. Oui, absolument. Le canal de communication nous permet d'entrer plus rapidement à la relation, mais l'idée quand même, dans le fond, de créer cette grande humanité-là par-delà les barrières de la langue et des cultures, ça transcende absolument, ça traverse votre œuvre de la première page à la dernière. Vous avez tout à l'heure évoqué ce nouveau média-là, qui est le média citoyen Niouvéo, qui est une radio et dont l'objectif est de donner une voix aux sans-voix. J'aimerais vous entendre, qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on se met à écouter les voix des sans-voix? Beaucoup d'humilité, vraiment, il y a de tout. On faisait, volontairement, on a une ligne éditoriale où on n'avait pas des gens connus, des gens qui ont des vues sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On n'était pas dans ça, qui vendaient ou... Non. C'est des gens qui sont à notre image. Ils font des choses, mais ils ne sont pas valorisés parce qu'ils ne sont pas polémiques. Ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et nous, on s'est dit, bah, allons vers là.
Et, et comme on n'avait pas de financier derrière nous ou de cahier des charges imposé, et que c'était nous qui définissions la ligne éditoriale, bah, c'est plus facile. On est plus libre, on fait ce qu'on veut et personne ne nous impose un article, une personne, un livre ou je ne sais quoi. Ceux qui sont dans les médias, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, en gros, et c'était une liberté. Et plus qu'une liberté, c'est aussi c'était un outil de formation. Et c'est toujours un outil de formation des plus jeunes. Comment écrire un article, comment prendre un son, comment prendre des images, comment monter. Bah, c'est aussi un outil de formation. Donc, nous, toujours, on garde le contact. On fait entendre la voix des sans-voix, mais aussi on forme les jeunes à ce genre de métiers qui sont beaux et qu'on peut exercer partout dans le monde, dans tout territoire. Je trouve que valoriser ces personnes, c'est aussi contribuer à tisser ce lien et tisser aussi, entendre d'autres voix, entendre d'autres choses que le discours mainstream, populaire, de chaînes d'information, notamment en France, hein, mais ça doit être pareil au Québec, où des fois on entend des choses absolument délirantes et on ne voit pas des choses positives. Nous, on voulait montrer ce qui est positif et on le démontre encore, toujours. Être positif, être dans le positif, même si ce n'est pas relié partout. Donc, cette voix des sans-voix m'amène tranquillement à parler de la parole. Et dans votre livre, La fin des potes, vous abordez l'influence du choix des mots, hein, parce que qui dit parole dit choix des mots. Quand vous dites les mots ont un sens et le fait de changer les mots donne un signal d'engagement différent. Aujourd'hui, alors que vous œuvrez en engagement citoyen pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, est-ce que le sens des mots demeure pour vous aussi essentiel? Toujours. Les mots ont un sens, leur transformation ont un sens. La langue française, elle est d'une richesse incroyable. Il y a beaucoup de synonymes à certains mots, on peut faire dire ce qu'on veut. C'est comme un peu les sondages. On peut dire on aime le Nutella à 80%, et dans un autre sondage, on peut dire on est contre à 80% parce que on a posé une autre question qui est la destruction qu'opère Nutella de l'écosystème de certains pays. Donc en fait, en gros, on peut faire dire ce qu'on veut aux mots, mais les mots sont les mots. Au lieu de dire égalité, on dit équité. Au lieu de dire liberté, on dit autre chose. Au lieu de dire fraternité, on dit autre chose. Et les mots sont les mots, c'est-à-dire que égalité, c'est égalité. On n'en rajoute pas de plus. Laïcité, c'est laïcité. On ne dit pas laïcité positive, inclusive ou je ne sais pas quoi. C'est la laïcité et c'est tout. En fait, il y a l'esprit et les usages. L'esprit reste le même. C'est-à-dire que l'égalité, c'est l'égalité. Il ne faut pas le transformer en mot marketing ou marketer ou en raconter une histoire. L'égalité, c'est l'égalité. C'est peut-être ce mot est trop chargé pour certains de dire je suis pour l'égalité. C'est peut-être trop dur, donc ils utilisent d'autres mots. La fraternité, c'est désuet pour certains, donc ils ne l'utilisent pas, alors que c'est essentiel. La fraternité, j'accepte le mot sororité pour les femmes, donc fraternité et sororité, et pareil, la liberté et la liberté. La liberté, il n'y a pas d'autre mot qui définit mieux que liberté, ou on ne dit pas autre chose. Donc en fait, les mots ont un sens et leur utilisation aussi ont un sens. Quand Et on vous utilise... trouvez que ça atteint le débat public actuellement, soit la Ah oui, distorsion des mots ou choisir délibérément d'utiliser des synonymes qui ne traduisent pas exactement l'idée originelle? bah bien sûr. Bah, par exemple, les mots de méritocratie, d'équité, d'égalité des chances, de rajouter, enfin, de dire des choses qui ne sont pas exactes. En gros, c'est-à-dire que de faire croire que... Il y a des gens qui vont croire que c'est un peu De Gaulle à Alger, quoi. C'est-à-dire, je vous ai compris, mais en fait, trois personnes différentes ont compris autre chose. C'est ça, on Donc, perd c'est un la peu ligne ça. de sens, en fait. On finit par Voilà, et vraiment, et même diluer le sens principal, le sens, si on revient à la racine, même à l'étymologie des mots, on finit par s'y exactement. perdre dans ce brouillard-là
peut-être un emballage verbal? Exactement, c'est-à-dire qu'on a pris des mots et maintenant on les emballe en fonction du public, c'est-à-dire on va s'adresser à différentes catégories de personnes. Et c'est ce qui a fait et ce qui fait toujours la division et la balkanisation du camp de l'égalité et de la fraternité. Parce que les mots ne sont pas les mêmes d'une organisation à une autre, ou inventer des mots qui veulent rien dire, quoi, en fait. Ou qui ont pas le même sens. J'entends beaucoup la créolisation, mais est-ce que vous avez lu Glissant? Je ne sais pas. Non, j'ai pas lu Voilà. Glissant, non. Mais même ceux qui utilisent, je ne sais pas s'ils ont bien lu Glissant, qui est très complexe comme auteur. Et il y a des concepts qui viennent dans le débat public et on n'a pas toute la complexité et on ne prend pas le temps en fait de décortiquer cette complexité des mots qui sont utilisés par des auteurs d'une certaine époque et de remettre dans le contexte aussi de l'époque. Absolument. Les historiens ne doivent pas être pour moi intervenir à tout bout de champ dans les médias sociaux, etc. Ils étudient, ils ont des cadres de réflexion. Ils ne sont pas là pour juger une époque, ils sont là pour faire comprendre. Il y a beaucoup de choses, des philosophes qui parlent de tout et n'importe quoi, alors qu'ils ont des champs restreints de recherche, des associatifs qui parlent de tout et n'importe quoi dans les médias. Ils peuvent passer d'un sujet à l'autre alors qu'ils ne les maîtrisent pas. Donc, après, ça, c'est mon avis personnel. Mais je crois que ça ajoute à la confusion et au confusionnisme idéologique. En fait, il n'y a plus d'idéologie, en fait. Les idéologies ne sont pas désuètes. Il y a toujours une droite et une gauche. Il y a toujours des partisans de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il y a des gens qui sont pour le totalitarisme. Il y en a qui sont pour la dictature. Mais il faut utiliser les mots. Et les mots ont un sens quand on dit il y a des dictatures ou je ne sais pas quoi. Bah, il faut remettre du contexte dans tout ça. Il y a une histoire, il y a des choses. Et du coup, on jette des mots comme ça pour diviser, pour faire peur. Alors que si on remettait dans le contexte, si on faisait des débats sérieux autour de ces mots déjà, bah, on avancerait. Dans le fond, les mots davantage pour lier les gens plutôt que pour les diviser. Exactement. Et de ne pas détourner les mots ou des phrases ou des contextes à des fins purement politiques ou business. Et dans votre implication auprès des Jeux olympiques, dans ce programme d'action citoyenne, est-ce que les jeunes avec qui vous vous entretenez ou avec qui vous discutez, vous sentez que c'est important de porter cette attention-là au sens des mots afin qu'ils soient confiants et qu'ils aient confiance dans ce que la société leur propose comme vision du futur? D'abord, tout projet porté avec du bon sens et des mots, des valeurs, bah, déjà, quand on explique les valeurs, ce que c'est que les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme, les valeurs du paralympisme, qui sont similaires aux valeurs de la francophonie, de l'universel, etc., ça rejoint le débat qu'on a. Bah, dès qu'on met du sens à l'action, bah, et que ce n'est pas événementiel, et que c'est une construction qui nous dépasse, il y a des gens qui sont morts sans voir les fruits de leurs travaux. Les organisations francophones, la SDN qui est devenue ONU, ou d'autres types d'institutions créées par des francophones, en alliance avec d'autres, bien sûr. On n'est pas tout seul. Mais tout ça, là, ces institutions qui permettent à ce qu'il y ait du lien, qu'on tisse des choses, des projets, des actions, bah, quand on explique, quand on remet dans le contexte à ces jeunes, devenez service civique, devenez des jeunes qui agissent sur vos territoires autour des valeurs olympiques et paralympiques, là, on a beaucoup plus leur attention. Là, ils comprennent dans quel cadre le sens
l'engagement, la célébration, l'héritage. Ils se disent, voilà, j'ai envie de me battre pour cette organisation. J'ai envie de dire, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques. J'ai envie de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et ils se disent, je vais tout faire pour en être. Donc, ils se disent, j'ai compris les valeurs, j'ai compris le cadre, j'ai compris les mots, j'ai compris le sens et je veux m'engager. Et c'est à peu près mon combat, moi. Mon combat en général, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de faire comprendre et de donner un cap clair, de ne pas tourner autour du pot, de ne pas dévier de la ligne. En tout cas, pour ma part, moi, ce que je veux, c'est que mes interlocuteurs comprennent le message que je veux dire et de ne pas passer par des périphrases ou passer par des détours ou des choses. Je ne suis pas en mode séduction. Je n'ai pas envie de séduire un public. J'ai envie de convaincre. J'ai envie de convaincre que cette volonté d'agir, ce pouvoir d'agir, le transmettre, leur dire que c'est possible. Vous avez si j'arrive à convaincre ne serait qu'une personne de pouvoir agir, quel que soit le cadre, j'ai gagné. Donc, on y revient quand même. Vous êtes une sorte de passeur, la nouvelle génération de passeurs. Je ne sais pas, j'ai dit toujours je ne sais pas, parce que je suis un petit, je suis un apprenti, et on verra. Et on verra au bilan, au carrefour de ma vie, si je peux faire des mémoires un jour. Je dirais oui, peut-être j'ai trouvé pourquoi je m'engage aussi, parce que le livre, La fin des potes, c'est j'essaie de comprendre pourquoi je m'engage vraiment quand même. Je me dis pourquoi je m'engage, pourquoi je fais ça, pourquoi je donne du temps à l'engagement, pourquoi je me prends la tête avec ça, pourquoi je ne suis pas allé siroter mon petit verre et je suis amateur de cigarios et de cigares, pourquoi je ne fume pas mon cigare et puis je fais autre chose et je gagne de l'argent et je ne me préoccupe pas des gens. Mais ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Je fume quand même le cigarios, mais ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Mais j'aime bien aussi agir pour le bien commun. Mais j'ai envie de comprendre pourquoi je m'engage autant et ces actions, l'autre, m'aide à avancer, à répondre à mes questions intérieures. Parce que c'est une autopsie quand même. C'est l'autopsie d'un universaliste, mais c'est l'autopsie d'un pote qui s'appelle Slimane Tireur, d'un pote, parce que c'est la maison des potes, touche pas à mon pote, etc. Et du coup, c'est mon autopsie. Là, c'est le premier volume. Il y aura d'autres volumes de cet engagement citoyen. Et à travers cette série de livres que je vous prépare, vous allez comprendre le cheminement qui m'amène à ça. Peut-être qu'il y a une partie des réponses, ça dépend de chacun qui lit mon livre, mais je pense qu'il y a quelques réponses pour vous engager de manière un peu plus durable. Exactement, que dans le fond, cette flamme-là, ce ne soit pas qu'un coup de tête ou qu'un élan de colère, mais bien quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Oui. Et on voudrait bien que votre livre soit distribué également au Québec, alors on s'assurera de le souligner à votre éditrice. Avant de conclure cette grande entrevue, est-ce que vous auriez des coups de cœur francophones, que ce soit littéraires, musicaux ou autres, à nous partager? Et ça peut tout à fait être dans la veine de l'engagement. Oh, les coups de cœur, qu'est-ce que j'aime? Moi, je lis vraiment les anciens. Moi, j'aime bien les livres, les biographies, par exemple de René Cassin, Stéphane Hessel, Edgar Morin. J'aime beaucoup. Donc, c'est des personnes qui m'inspirent. Les livres des résistants, euh, des survivants de la Shoah comme Ginette Kolinka. J'aime beaucoup. Je suis un peu un ancien. Je ne suis pas très moderne. Je ne suis pas très nouveau monde. C'est à la mode de dire le nouveau monde, etc. Je suis pas très. Je lis en ce moment des livres sur la déconstruction Derrida. Très dur, très difficile, mais j'essaie, je m'accroche, on va dire. Et puis, je lis pas beaucoup de contemporains, c'est vrai. Honnêtement, voilà. Après, j'aime bien Gaël Faye, Oxmo Puccino. J'aime bien le hip-hop, le slam, mais plutôt le hip-hop. J'aime beaucoup tout ce qui est scène française. Euh, je sais que y a beaucoup de chanteurs, de rappeurs. J'aime bien Booba, bien sûr.
même si il peut être controversé. J'aime bien la nouvelle scène comme Freeze Corleone, comme Gazo, comme un certain nombre de rappeurs connus en France, mais même au-delà, hein, dans la francophonie. Donc j'aime beaucoup la nouvelle scène française en rap, scène française et francophone, hein. Il y a Hamza, c'est un Belge qui est très, très connu. Donc voilà, j'écoute beaucoup, je suis très hip-hop et très aussi French Touch, tout ce qui est la scène électro, dance. Donc j'aime beaucoup Mid, Darius, etc. C'est ce genre de... voilà. Donc après, je lis beaucoup, c'est beaucoup de livres anciens. Écoutez, je pense que nos auditeurs auront que l'embarras du choix. Vous venez de créer une bibliothèque presque à vous tout seul, ainsi qu'une discographie. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, Slimane Tirera, auteur, ancien responsable national du pôle étudiant SOS Racisme en France, puis coordonnateur national des Maisons des Potes, aujourd'hui responsable du programme d'engagement des citoyens dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez aimé cette grande entrevue? Vous connaissez des personnalités francophones et inspirantes? Faites-nous en part en nous écrivant à l'adresse radio.franco-sans-frontières, frontières avec un S, @gmail.com. Au microphone et à la réalisation, Sophie Amel Dufour, musique originale, Florent Cheminal, les grandes entrevues de Radio Francophonie sans frontières, une production Francophonie sans frontières 2022.